organiser ce webinaire. Merci aux intervenants et aux participants. D'autres participants vont nous rejoindre. Je voudrais peut-être en tout premier lieu souligner effectivement la présence de Mathieu Piton qui interviendra dans un instant, adjoint à la déléguée interministérielle de lutte contre la pauvreté depuis Paris, et donc le soutien sans faille de la délégation interministérielle auprès de chacun de ces commissaires. Je voudrais également rappeler le partenariat que nous avons avec Aix-Marseille Université depuis plusieurs années déjà, grâce à la commissaire en PACA. Et donc, vous dire en quelques mots d'abord que le seuil de pauvreté donc, est à 60% du revenu médian. Vous prenez la population, vous la divisez en deux et vous voyez effectivement quel est le revenu qui coupe la population en deux. 60% du revenu médian, ça faisait 1288 euros aux dernières statistiques. Et donc, le SMIC est à 66% du revenu médian, c'est-à-dire qu'en fait, on est à peine au-dessus. Et donc, un salarié au SMIC à temps partiel ou un salarié au SMIC qui alterne des périodes de chômage ou qui a des contrats courts de type intérim peut effectivement se retrouver en situation de pauvreté, sans parler même des contrats aidés, qui sont effectivement au bénéfice des associations et des collectivités et qui sont naturellement en dessous du SMIC. L'INSEE a également défini le halo autour de la pauvreté à 70% du revenu médian. Et donc, on voit qu'on touche une frange de population, majoritairement des travailleurs pauvres, donc qui sont aux environs du SMIC, mais qui ne s'en sortent pas pour des raisons évidemment de coût de la vie et notamment du logement. Les webinaires que nous organisons en région Occitanie donc, sont à l'appui soit effectivement d'Aix-Marseille Université, et donc je remercie et je salue Emma, soit à l'appui d'autres organismes. Je pense par exemple à Ville et Territoire, qui est un centre de ressources en politique de la ville qui m'appuie également. Et puis, j'en organise moi-même et je vois la présence de Thierry Coste, qui est un des animateurs du groupe de travail sur les sujets insertion, emploi et entreprise. Et donc, les groupes de travail créés dès 2019, mais qui ont évolué, organisent eux-mêmes à ma demande ou en lien avec moi des webinaires. Il y en aura un d'ailleurs bientôt organisé sur le dispositif Tapage. Je voudrais également rappeler que la lutte contre la pauvreté est désormais connue sous le terme de pacte des solidarités, pacte pour mobiliser tout le monde et parce que solidarité est probablement moins stigmatisant que ne l'est le mot pauvreté, même si naturellement il s'agit toujours de travailler sur et contre la pauvreté. Par ailleurs, donc, il est organisé en 4 axes. Un premier axe autour de la lutte contre la reproduction sociale de la pauvreté chez les enfants, pour qu'ils ne soient pas des adultes pauvres de demain. Un deuxième axe qui nous concerne principalement aujourd'hui autour de l'insertion, incarné notamment dans France Travail. Un troisième axe autour de l'accès aux droits et donc les problématiques naturellement des personnes, des travailleurs pauvres concernent aussi un certain nombre d'accès à leurs propres droits. Et un quatrième axe autour de la transition écologique solidaire. Et en particulier, on peut le rappeler, les personnes en situation de pauvreté contribuent moins que la population générale au changement climatique, le subissent davantage et ont moins les moyens de pouvoir s'y adapter. Voilà, et donc pour finir, vous dire que notre organisation nationale et régionale en matière de lutte contre la pauvreté est organisée autour d'une part d'une délégation à la lutte contre la pauvreté créée par Emmanuel Macron, président de la République, dès 2018, qui a une visée interministérielle, comme son nom l'indique, et des commissaires à la lutte contre la pauvreté, un dans chaque région, auprès de chaque préfet de région, qui s'appuie selon la thématique sur des services de l'État, et ici en particulier sur la question de l'insertion, sur la DRETS, Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, et sur les DETS, les directions départementales. Et donc, en effet, j'ai le bonheur de pouvoir avoir un partenariat fructueux avec l'ensemble de ces administrations, sans oublier, bien entendu, un certain nombre d'opérateurs de l'État. Je salue la présence d'Abdel Hakim Benrabia, notre référent lutte contre la pauvreté chez France Travail. Et puis, nous avons également des coopérations particulièrement développées avec l'Association régionale des missions locales, avec les Cap Emploi qui changent de nom mais pas de mission, et donc avec l'ensemble des acteurs en matière d'insertion. Et donc, sans plus attendre, je rends la parole à Emma
pour la suite du déroulé de ce webinaire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Pélisson. Merci pour ces premières données de cadrage à la fois sur les travailleurs pauvres et sur le pacte des solidarités. Nous allons désormais laisser la parole à Monsieur Piton, adjoint de la déléguée interministérielle en charge de l'accès à l'emploi et à la formation des travailleurs pauvres et de la mobilisation des entreprises. Et de mon côté, je m'occupe de partager le support qui m'a été envoyé. Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Je vous remercie. Vous m'entendez bien? Parfait. Je vous remercie de m'avoir convié à ce webinaire et en particulier le commissaire à la lutte contre la pauvreté, Éric Pélisson. Il a rappelé quelques éléments de cadrage qui me paraissent essentiels. C'est vrai qu'un travailleur pauvre, c'est une personne qui travaille, mais dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté. Or, dans le pacte des solidarités, il y a un axe qui a été rappelé, l'axe 2, c'est de sortir de la pauvreté par le travail. Mais il est évident que si le travail ne permet pas de sortir de la pauvreté, ça nous amène à nous interroger et en quelque sorte à remettre en cause la promesse républicaine. On estime à plus de 1,5 million de personnes qui sont des travailleurs pauvres. Et la pauvreté laborieuse, en fait, procède d'évolution de l'activité professionnelle et celle des formes familiales, en réalité. Le point central tient au fait que l'activité se mesure à l'échelle individuelle, alors que la pauvreté se mesure à l'échelle du ménage. Et donc, il y a deux principaux facteurs de la pauvreté au travail. L'insuffisance des heures travaillées, en fait, c'est principalement des personnes à temps partiel subi qui sont en situation de pauvreté au travail. Et puis, la configuration familiale et principalement des familles monoparentales. Les secteurs les plus touchés sont la restauration, l'hôtellerie, l'aide à la personne, les services de propreté, le bâtiment, l'agriculture. Donc, la délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté s'est emparée de ce sujet et a mené de nombreux travaux depuis l'année 2024. Alors, bien entendu, dans notre rôle, il ne s'agit pas de culpabiliser les employeurs, d'être là dans un rôle à fixer le niveau des salaires. Ce n'est pas du tout le rôle de notre délégation, vous comprendrez fort bien, mais c'était plutôt de sensibiliser les organisations professionnelles, les fédérations d'entreprises, les entreprises elles-mêmes à ce sujet, partant du principe qu'elles avaient un intérêt à agir et que leurs salariés soient dans des meilleures conditions pour exécuter le travail pour lequel ces salariés sont rémunérés. Donc, vous savez, il y a un groupement d'intérêt public, le GIP, les entreprises s'engagent, qui a été créé. Donc, notre délégation a organisé avec ce groupement d'intérêt public 3 ateliers au premier semestre 2024, rassemblant des entreprises, des fédérations pour creuser le sujet, puisque finalement, il pouvait être abordé par des chercheurs, notamment des économistes, mais c'est vrai qu'en termes d'action publique, il y avait peu de choses qui étaient engagées en la matière. Et donc, ces travaux ont donné lieu à la réalisation en juillet 2024 d'un livret qui a été depuis actualisé, je vous le présente, et qui on peut largement diffuser en version électronique, qui a été actualisé en juillet 2025. Et je vais vous donner les grandes trames hein, de ces travaux. Alors, le premier enjeu pour nous, clairement, ça a été de détecter les travailleurs en situation de pauvreté. Et là, on a eu des exemples d'entreprises qui soit avaient engagé des formations, des services de ressources humaines à l'écoute des signaux faibles, soit des actions pour mieux connaître le réseau des travailleurs sociaux autour de l'entreprise, soit même des fonds dédiés aux accidents de la vie, soit pour des plus grosses entreprises, un numéro vert anonyme. Donc, ce premier enjeu, c'est un enjeu de détection, de mesurer le phénomène. Deuxième enjeu, c'est de favoriser l'accès aux droits et d'informer les salariés. Effectivement, on a cette question d'accès aux droits, elle se pose très souvent pour les personnes sans emploi. Mais on s'est rendu compte que aussi pour les salariés, c'était un véritable enjeu, la question du non-recours, la fracture numérique notamment, et d'organiser une information en interne. Mais l'enjeu principal, ensuite qu'on a établi cela, c'est d'accompagner les salariés en difficulté
Alors, ça peut prendre plusieurs formes, soit sur justement ces freins sociaux qui étaient des freins sociaux à l'emploi, perdurent parfois dans l'emploi pour les salariés. Donc, les soutenir les travailleurs dans leur recherche de logement, soutenir les travailleurs dans leur mobilité, mais aussi dans leur vie de parents, prise en compte des accidents de la vie qui peuvent faire basculer une personne, même salariée, dans la précarité, lutter contre l'illettrisme et l'électronisme, régler des gestions des difficultés financières et même des enjeux d'aide alimentaire. Une étude assez récente montre qu'un certain nombre une part importante aussi des salariés ont recours à l'aide alimentaire. Et donc, au niveau territorial, nous encourageons à créer des alliances locales au travers de ce qu'on appelle les pactes locaux des solidarités, qui mobilisent à la fois, bien évidemment, les services de l'État, mais aussi les caisses de sécurité sociale, les opérateurs de l'État, mais les collectivités, mais aussi le tissu associatif, qui est incontournable, et puis les acteurs économiques, ce qui était moins fréquent jusqu'ici. Et donc, dans les orientations qui ont été fixées pour déployer ces pactes locaux, il a été demandé de veiller à ce que des pactes locaux soient à destination, soient consacrés aux travailleurs pauvres, ce qui n'était pas complètement évident. Et donc, il y a eu des premiers pactes locaux. Alors, je le cite, le premier, c'est celui de Marseille, qui est dédié, consacré aux travailleurs pauvres, qui vise à sécuriser les trajectoires professionnelles des travailleurs du secteur privé autour de plusieurs volets: le renforcement de l'accès aux droits, l'amélioration de la quotité de travail et la mobilisation des entreprises dans une offre de logement, alors sous une forme d'habitat modulaire. Et d'ailleurs, grâce à la commissaire de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est très investie sur le sujet, elle a également développé un pacte local sur un secteur plus rural autour de la mobilité en communauté de communes d'Alpes d'Azur, autour de la mobilité parce que c'était un frein très important dans le secteur de l'aide à domicile en milieu rural, grâce à la mobilisation de véhicules et des accompagnements renforcés, et ce qui s'est déjà traduit par une augmentation des heures travaillées par ces personnes du secteur de l'aide à domicile. Donc voilà où nous en sommes, et en cette année 2025, nous avions rencontré la plupart des fédérations concernées, que j'ai citées tout à l'heure, mais nous avions aussi pris la tâche de la FNSEA, puisqu'il y a un vrai enjeu des travailleurs pauvres du secteur agricole, à la fois des exploitants, mais aussi des salariés. Et donc, suite à notre rencontre avec la FNSEA et la MSA, il a été décidé de lancer une expérimentation sur les travailleurs pauvres du secteur agricole à compter du mois d'avril 2025. Et 3 territoires ont été retenus: Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bretagne et Grand Est. Et les plans d'action qui ont été établis s'articulent en fait sur la trame du livret que je vous ai présenté à l'instant, parce qu'il s'est avéré que pour les travailleurs pauvres du secteur agricole, il y avait une spécificité, certes, mais que finalement, ces items, ces principes directeurs pouvaient tout à fait se déployer dans le cadre de cette expérimentation. Et donc, pour être concret, vous dire un peu l'état d'avancement de ces 3 expérimentations. En Bretagne, justement, il y a eu un pacte en local qui est autour du centre-ouest Bretagne, qui est la région, enfin, le territoire le plus précaire de cette région, qui comprend plusieurs volets: la formation au repérage des élus et des secrétaires de mairie sur justement ces signaux faibles, des actions de prévention, de dépistage avec des bus, avec l'Agence régionale de santé en articulation avec le contrat local de santé, et puis des actions plus sur l'amélioration de l'habitat en faisant appel aux compagnons bâtisseurs. Voilà. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, cette fois-ci, le territoire qui a été retenu, c'est le pays d'Arles, et il y a un axe sur le repérage. Et voilà. L'emploi, l'activité, deuxième axe, avec notamment
une sécurisation des parcours des salariés agricoles, et puis un axe logement très important pour les saisonniers, avec la mise à disposition du foncier par une mairie. Donc, vous voyez, c'est assez concret. Et dans le Grand Est, effectivement, 2 départements sont engagés dans cette expérimentation, à la fois la Meuse et puis la Haute-Marne, qui déploient grâce à la MSA des dispositifs d'aller vers ces travailleurs du secteur agricole et des actions pour leur mieux faire connaître leurs droits euh, et, euh, et améliorer leur situation pécuniaire. Voilà ce que je pouvais, dans le temps qui m'était, je crois, imparti, vous donner comme élément de cadrage sur ce qui est engagé par la délégation au niveau national sur ce sujet des travailleurs pauvres, de manière, comme je vous l'ai dit, assez récente, puisque ça date de 2024, et que vous voyez que l'année 2025, et ce sera surtout le cas de l'année 2026, notre souhait, au-delà des travaux qui ont été menés au niveau national, c'est bien un déploiement dans les territoires à des échelles départementales, voire infradépartementales, au travers des pactes locaux des solidarités. Je vous remercie. Si je peux dire un mot, pardon, Emma, merci Mathieu. En Lozère, on a conduit une action effectivement d'accès au logement des personnes en insertion, qui est effectivement un pacte des solidarités 2024 et 2025. Je vois que Maud Guillet avait une question à te poser sur l'étude relative à l'aide alimentaire aux travailleurs pauvres, et puis je rends naturellement la parole ensuite à Emma pour animer ce webinaire. Oui, je vous remercie, Monsieur Pélisson. Je me demandais si, Monsieur Piton, l'enquête, l'étude que vous aviez citée sur l'aide alimentaire des travailleurs pauvres était celle réalisée par l'ANDES, l'Association des épiceries solidaires, ou s'il s'agissait d'une autre C'est enquête. tout à fait c'est tout à fait votre étude, et je Ah tiens, bah super. j'aurais dû vous citer, et je crois qu'elle a été présentée en tout début d'année 2025, si je ne dis pas de bêtises, et que c'était l'une des premières fois qu'on allait aussi loin dans la recherche sur ces éléments, et qui faisait apparaître effectivement qu'il y avait un taux de salariés qui était croissant. Très bien. Eh ben, j'en suis ravie. Je me disais qu'il y avait peut-être une autre source dont je n'avais pas connaissance et que j'allais découvrir ici, mais ravie que ce soit celle que l'ANDES a réalisée. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre question. Alors, super, justement, j'allais dire que peut-être qu'on pourrait partager ce livret sur les travailleurs pauvres qui a été mis en place ensuite lors de la rediffusion du webinaire, mais je vois qu'il a déjà été partagé dans le chat. Peut-être que nous pourrons également le repartager sur LinkedIn ensuite, si ça vous convient. S'il y a d'autres questions au cours du webinaire, n'hésitez pas, voilà, soit à intervenir à la fin de l'intervention, soit à les poser dans le chat. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres interrogations, donc je remercie vivement Monsieur Piton pour son intervention et je laisse la parole au second intervenant, Monsieur Coste, donc, qui est directeur de la phase 31 et qui va nous présenter les principaux axes d'action qui sont mis en place par la phase 31. Bonjour, bonjour Emma, bonjour à tout le monde. Alors excusez-moi, j'ai eu une extension de voix récemment et j'espère que je vais pouvoir tenir la durée de mon intervention. Donc si vous ne comprenez pas quelques mots, n'hésitez pas à me reprendre. Donc je suis Thierry Coste, directeur de phase 31. Je vous remercie pour cette invitation et à parler autour du sujet des travailleurs pauvres. Aujourd'hui, dans notre département, comme partout en France, beaucoup de personnes ont un emploi mais n'arrivent pas à vivre dignement de leur travail. À phase 31, nous sommes convaincus qu'il est possible et nécessaire d'agir autrement. Être travailleur pauvre, c'est cumuler emploi et précarité avec des revenus insuffisants, des contrats courts, un temps partiel suivi, une absence de mobilité, du logement fragile et de l'isolement social. Ces freins s'additionnent et touchent des salariés de tous secteurs, l'entreprise, les acteurs publics, les associations. Tout le monde est concerné. Notre rôle à phase 31 est justement d'être un pont, un facilitateur pour créer des solutions concrètes et réalistes et accessibles. Le premier axe, pour nous, c'est changer de regard de l'entreprise. Beaucoup d'entreprises ne mesurent pas l'impact que peuvent avoir une organisation du travail inadaptée, un temps partiel non choisi, des horaires atypiques, un manque de dialogue ou simplement un manque d'informations sur les droits sociaux.
Nos interventions permettent de comprendre les mécanismes de la précarité, d'identifier les signaux faibles chez les salariés et de mettre en place des gestes simples. Adaptation des plannings, meilleure anticipation, accès aux aides et prévention des ruptures. Nous proposons aussi des ateliers RSE, responsabilité sociale des entreprises, des temps d'échange et de la montée en compétence des managers. Cette sensibilisation est la première pierre, elle ouvre la porte à la solidarité dans l'entreprise. Le deuxième axe, c'est bien sûr en direction des salariés eux-mêmes. C'est un accompagnement direct pour les salariés. À FAS 31 et dans tout le réseau FAS, nous allons au plus près des personnes, dans l'entreprise, dans nos lieux d'accueil ou via des programmes thématiques. Nous travaillons notamment sur la mobilité, sur l'accès aux droits, les compétences, la santé financière, la confiance en soi. Mais surtout, nous proposons un accompagnement global, c'est-à-dire qui prend en compte l'ensemble des difficultés et mobilise les bons partenaires. Parce qu'on ne sort pas de la précarité uniquement avec une formation ou un emploi supplémentaire, on en sort, on en est convaincu, avec un parcours sécurisé. Le troisième axe, c'est un axe qui correspond à la coopération territoriale. On ne fait rien tout seul, on ne travaille pas tout seul, on travaille beaucoup avec les collectivités, avec les centres sociaux, avec les acteurs de la mobilité, avec les structures d'insertion, avec les bailleurs, avec les services sociaux, bref, avec beaucoup d'acteurs. Cette relation multipartenariale nous permet de réduire les ruptures de parcours, de rendre les solutions plus rapides et d'assurer un accompagnement durable pour les salariés. En conclusion, pour lutter contre la précarité des travailleurs, nous avons besoin finalement de chacun d'entre nous, chacun d'entre vous. À FAS 31, nous avons une certitude. Quand les entreprises, les acteurs locaux et les associations travaillent ensemble, les résultats sont immédiats et visibles. C'est pour ça que je vous invite tous et toutes à travailler collaborativement avec tous ces acteurs et notamment avec le réseau FAS. J'étais un peu rapide, je suis désolé, mais vous l'aurez compris, c'est aussi dû à mon état de santé. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Cos, d'être intervenu malgré votre extinction de voix qui dure depuis un moment. Donc vraiment, merci d'avoir été présent. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur les différentes manières, justement, sur ces trois axes qui ont été présentés? Donc, une possibilité de mettre en place des actions au sein de l'entreprise, en direction des salariés. Et surtout, ce que je retiendrai, c'est cette coopération et cette coordination entre les différents services. Merci beaucoup donc pour votre intervention. Et maintenant, je vais... Allez-y, Monsieur Pélisson. Non, allez-y, continuez, je vous en prie. Je vais laisser la parole à Monsieur Marc-Antoine Simon, donc fondateur du Studio Solidaire et qui va nous expliquer et nous présenter un petit peu son action, comment ça se passe finalement sur le terrain, dans son association, etc. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Donc, je me présente, je m'appelle Marc-Antoine Simon, je suis le président fondateur d'une association qui est toute jeune, hein, parce que ça fait à peine 1 an et demi qu'on existe, qui s'appelle le Studio Solidaire. C'est une association qui travaille sur 2 axes. Donc, le premier axe, c'est vraiment la fracture numérique. D'ailleurs, c'est vraiment sur cet axe-là qu'on bosse. L'accès au droit, c'est-à-dire qu'on accueille un public qui va avoir des difficultés soit au niveau de ses démarches administratives, soit rencontrer des blocages techniques divers avec le numérique, donc vraiment tout ce qui est question d'électronisme. Et sur cet axe-là, on va accueillir 2 types de publics. Donc un premier public qui a un problème et qui a besoin de quelqu'un pour résoudre ce problème-là. Ou un public qui a envie d'apprendre, qui a envie d'être autonome. Et donc pour ces gens-là, on propose des ateliers pour les aider un petit peu à prendre en main les outils digitaux. Donc on accueille vraiment, c'est hyper varié comme public qu'on accueille. Ça peut aller de la problématique d'inscription sur, par exemple, les comptes professionnels de formation, accéder à son CPF. Donc ça, c'était ce matin, j'ai eu une dame qui a un problème avec ça. Ça peut être lié avec une application mobile, ça peut être lié à la déclaration d'impôt, la déclaration d'URSSAF. C'est vraiment en fait tout ce qui est numérique et tout ce qui est digitalisé en fait.
Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est d'aider les gens qui ont un projet. Associatif, complémentaire, salarié, peu importe le projet. Notre objectif ici, c'est d'analyser ce projet-là, d'identifier les faiblesses, parce que les projets, ils ont tous des forces, ça, il n'y a pas de souci, mais nous, notre boulot, c'est vraiment de voir quelles sont les faiblesses et de pallier à ces faiblesses en y apportant du temps, des ressources, des compétences, des moyens, de la mise en réseau, peu importe en fait la problématique qu'on aura soulevée. Notre objectif, c'est d'essayer d'y pallier le mieux possible. Tout ça, on le fait entièrement gratuitement pour les bénéficiaires, ça c'est très très important. Et ce qui est important aussi de comprendre pourquoi on fait ça, il faut comprendre le territoire où on est. Moi, je suis à Esperaza. Donc, normalement, vous connaissez parce que c'est le village des dinosaures dans l'Aude. Dans le secteur, c'est la haute vallée de l'Aude. C'est un territoire qui est déserté par l'industrie, avec une démographie compliquée, c'est-à-dire que c'est une population qui est vieillissante. En termes d'attractivité, c'est pas incroyable, c'est beaucoup de tourisme. Dès qu'on est en basse saison, en fait, on a beaucoup, beaucoup moins de monde sur le territoire. Peu d'activités industrielles, donc peu d'emplois. Les gens, pour trouver un travail, c'est très compliqué. Moi, je travaille avec France Service au sein de l'association qui nous renvoie en fait beaucoup de dossiers, beaucoup de demandeurs d'emploi qui sont en difficulté. Et donc, que font ces gens qui ne trouvent pas d'emploi? Ils se retournent vers le statut d'indépendant, d'auto-entreprise, sans maîtriser forcément tous les aspects de ce qu'implique être en entreprise, donc un manque de compétences, un manque de moyens. Ils démarrent leur activité sans rien, en fait. On leur propose une demi-journée de formation. Ça ne suffit pas, en fait, à prendre en compte tout ce que ça implique et donc se retrouvent rapidement démunis. Donc moi, je constate des gens qui sont au chômage ou au RSA qui veulent travailler. Les gens qui veulent se reposer sur les allocations, sur 100 personnes, j'en ai peut-être 2 qui sont dans une stratégie d'optimisation de cette allocation-là. Mais toutes les autres personnes, c'est vraiment des gens qui essaient de se débattre, qui essaient de faire de leur mieux en fait pour accéder à l'emploi ou en tout cas accéder à des ressources financières pour qu'ils puissent sortir finalement de la précarité. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a décidé finalement d'essayer d'aider ces gens-là, de mettre un maximum de moyens en place pour qu'ils se confrontent à la réalité de leur projet. Parce qu'en fait, ils ont plein d'idées, mais est-ce que leur idée va leur permettre de générer un chiffre d'affaires et donc potentiellement un revenu? Et ben ça, c'est toute la difficulté en fait, parce qu'ils sont assez mal accompagnés, en tout cas sur le territoire. Euh, ils ont Voilà, ils sont tout seuls dans leur projet et nous, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de les aider le mieux possible euh, pour générer un petit peu de chiffres et au moins essayer de gagner un petit peu d'argent pour sortir vraiment de cette précarité-là. Donc ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur ces deux axes-là. On a déjà accompagné une soixantaine de personnes qui ont un projet. Donc, je vous ai dit, c'est vraiment, ça peut être monter une association, ça peut être développer une auto-entreprise, autant que des personnes qui sont déjà salariées et qui ont besoin de compétences euh, qu'ils n'ont qu'ils n'ont pas, en fait. Ils n'ont pas accès à certaines choses. Donc, nous, on les soutient aussi à ce niveau-là. Moi, je vous donne un exemple, mais par exemple, on a un syndicat qui s'est créé là récemment dans l'Aude. Ils ont embauché une communicante à hauteur de 10 heures par semaine, sauf qu'elle n'a pas toutes les formations. C'est quelqu'un qui a fait un petit parcours d'insertion avant d'accéder à ce poste-là, donc n'a pas toutes les compétences qu'il faudrait. Et donc est venu nous demander deux, trois conseils en fait pour mener à bien une mission qui lui a été confiée. Donc on a fait ça pour elle, pour essayer de faire en sorte que ça avance pour elle. Donc 60 structures à peu près soutenues. Et ce qu'on constate au quotidien, c'est que les gens demandent de la proximité, demandent d'avoir accès à ces compétences, d'avoir un humain à qui ils peuvent parler et dire leurs problèmes et que ce problème trouve une solution à un moment donné. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai essayé d'être synthétique un petit peu sur ce qu'on fait. Vous pouvez aller voir le site internet lestudiosolidaire.fr. Ça donne à peu près une bonne idée de ce qu'on fait. C'est assez bien construit pour ça. Je vous remercie. J'espère que j'ai pas trop été flou sur ce qu'on fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était très clair sur les différentes actions que vous menez, justement, entre la question de la dématérialisation, comment cette dématérialisation, elle peut également toucher les travailleurs pauvres, qu'il s'agisse des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants, et ensuite tout un axe finalement pour essayer d'accompagner les travailleurs et notamment les travailleurs indépendants
à construire leurs activités et également les articuler avec les différentes aides existantes. Donc, merci beaucoup, c'était Avec très plaisir. clair. Merci de m'avoir invité. Alors, je mettrai ensuite dans le chat peut-être le lien vers votre site internet. Moi, je peux le faire tout de suite, hein, si vous êtes d'accord. Allez-y, c'est parfait. Merci beaucoup. Hop. Et donc, je vais laisser la parole à notre dernier intervenant, donc Jonathan Le Guyader, donc responsable RH chez Nutrition et Santé. Oui, tout à fait. Bonjour, vous m'entendez bien? C'est parfait. C'est parfait. Ok, super. Effectivement, merci beaucoup pour ce temps d'échange. Donc moi, c'est Jonathan Le Gueder, je suis responsable ressources humaines chez Nutrition et Santé. Je vais vous partager une petite présentation pour un peu illustrer déjà qui nous sommes et puis aussi quelques actions concrètes qu'on mène au quotidien parce que c'est ça qui est important. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. C'est bon pour vous? Ok, super. Alors, si vous connaissez pas Nutrition et Santé, entre guillemets, c'est normal parce que le nom n'est pas toujours très connu, mais ça va un peu plus vous parler quand on va vous parler de nos marques, notamment la marque Gerblé, Isostar, Gerlinea, Céréales Bio, Soy. Donc ça, ce sont nos marques sous Nutrition et Santé. Et puis pour vous partager un peu qui nous sommes, donc nous sommes une entreprise donc installé un peu partout en France, mais surtout à Revel, dans le 31, en dessous Toulouse, où en fait c'est le siège historique de l'entreprise. En fait, cette entreprise, pour partager son histoire, pour mieux nous connaître, c'est une entreprise qui a été créée par trois pionniers. On aime bien les appeler pionniers puisque à l'époque, bon, j'étais pas né, hein, l'entreprise a plus de 50 ans, et à l'époque, c'était des personnes qui avaient eu une vision assez intéressante de la société. Je parle pas de l'entreprise, je parle de la société au global, c'est-à-dire d'avoir une vision assez moderne au final aujourd'hui de ce qu'on peut proposer à la fois comme produit, mais aussi et surtout comme démarche et comme engagement. On a d'abord Alain Châtillon qui est rebellois et qui a créé cette société, qui a repris cette société de son père, où ils ont découvert donc les bienfaits du germe de blé. Ensuite, on a André Audouard, qui a été un pionnier du bio, de la bio en France, qui a apporté cette vision-là, ce qui était un peu atypique, j'imagine, il y a 50 ans. Aujourd'hui, ça nous paraît logique, ça nous paraît quelque chose d'un peu plus commun, mais à l'époque, ça devait pas forcément l'être. En tout cas, c'était un peu plus un combat. Et ensuite, Bernard Storup, qui a été également un pionnier, notamment de l'alternative végétale. Alors, pareil, hein, parler d'alternative végétale il y a encore quelques années, c'était assez surprenant, voire c'était une revendication. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, on a implanté des filières en France, notamment des filières de soja bio. Et ça, voilà, c'était une vision de pionnier qu'on s'efforce de poursuivre aujourd'hui. Euh, pour vous partager très rapidement hein, la saga Nutrition et Santé, donc entreprise qui a été créée en 72 et qui a évolué petit à petit, toujours avec cette même vision hein, d'avoir une entreprise où on va impacter sainement le vivant, où on va avoir un impact social, écologique le plus raisonné possible. Et donc une entreprise qui a grandi petit à petit, qui a pris son temps aussi qui a créé des marques et qui s'est développée sur différents secteurs. Je vais vous les présenter juste après. Et surtout qui a fait un choix qui est fort, qui a été de rester ancré dans des territoires, et notamment en ruralité, et notamment à Revel. Un tournant majeur a été réalisé en 2009 par le rachat de Nutrition et Santé par notre actionnaire majoritaire et unique au final, puisqu'il nous détient à 100%, qui est un groupe pharmaceutique japonais pharmaceutique, mais aussi nutraceutique, c'est-à-dire que c'est une vision de la santé, en tout cas pour éviter de tomber malade par une alimentation saine. Et ce groupe donc nous a accompagnés depuis et a favorisé le développement de nutrition et santé, tout en préservant la même vision de nos pionniers depuis. Ils ne nous ont pas transformés, ils nous ont accompagnés. Euh, pour vous partager rapidement les chiffres clés, mais c'est pour vous donner un peu une idée de la taille de l'entreprise. On est un peu moins, on est 1400 salariés en France, mais aussi en Europe, principalement basé en France, hein, 1000 salariés en France.
On a différents sites de fabrication. Et c'est ça qui est important aussi. Vous allez voir juste après où on est situé, puisqu'on est fier d'être fabricant avant tout. Et on est une entreprise qui exporte, puisqu'on exporte dans 15 pays, principalement en Europe, nos produits. Et donc c'est pour ça qu'on est implanté aussi avec des filiales en Italie, en Espagne et dans la zone Benelux. Là, vous avez une image de notre positionnement. Vous voyez qu'on est surtout basé dans le sud de la France. C'est historique. Et c'est là aussi où on a donc nos usines, euh, aussi un peu dans le nord de la France, mais on a surtout nos usines, notre capacité de fabriquer des produits. Et ça, c'est important en France aujourd'hui. On est une entreprise industrielle, euh, industrielle agroalimentaire, mais une vision agroalimentaire qui se veut la plus saine possible dans la mesure de ce qu'on peut faire. On a 2 sites également en Espagne qui sont le résultat d'un rachat d'il y a quelques années. Donc ça, c'est notre positionnement en termes de produits. Donc ça, c'est important, puisqu'aujourd'hui, on connaît surtout la marque Gerblé sur la partie biscuitière, mais surtout de la biscuiterie qui se veut un peu plus saine, avec un peu moins de sucre, avec un peu moins de transformation, donc des produits qui se veulent un peu plus sains également. Donc c'est pour ça qu'on ne nous trouve pas toujours dans le rayon traditionnel, on nous trouve surtout dans des rayons soit bio, soit diététiques, avec des Nutri-Score élevés qu'on travaille constamment. On essaie de toujours revoir nos recettes. Pareil sur la partie nutrition végétale avec des marques comme Céral Bio et Soy. Tout ça, c'est fabriqué à Revel, hein. On a plus de 600 personnes à Revel qui travaillent dans nos ateliers de fabrication. Également, la partie nutrition active, on va plutôt parler à un public qui s'intéresse au sport, à l'endurance ou aussi au maintien du poids et à la minceur. Je fais assez rapide sur cette partie-là, puisque surtout l'idée c'est de vous parler après de nos actions pour la lutte contre la pauvreté des travailleurs. Mais un point important tout de même, depuis 2024, on est passé entreprise à mission. Alors pourquoi on est passé entreprise à mission? Pour une raison simple. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai 33 ans, je suis arrivé il y a 3 ans dans l'entreprise. Et l'entreprise existe depuis 50 ans. Donc en fait, quelque part, les salariés comme moi, on est des passeurs. Et pour s'assurer que les valeurs d'entreprise tiennent, pour s'assurer que notre mission globale tienne, il fallait ancrer ça, il fallait l'écrire aussi dans nos statuts juridiques pour garder cette vision sur le long terme. Et ça, c'est très important, c'est ce qui nous donne aussi une boussole pour les générations futures et pour garder cet ancrage qui nous est cher. Tout ça, ça s'est fait aussi en co-construction avec nos salariés et aussi avec des externes, avec des experts externes, pour construire une vision de l'entreprise et pour continuer à travailler sur nos 4 piliers. Donc le pilier de la santé et de la nutrition, ça s'appelle quand même nutrition et santé, c'est le cœur de notre activité. Le pilier également d'accompagner des habitudes alimentaires saines et durables. On doit aussi aujourd'hui faire un peu plus de démarches pédagogiques pour le grand public, pour savoir comment aussi bien s'alimenter et ce qui permet aussi d'éviter de tomber malade, tout simplement. Le pilier sur les pratiques agricoles, nutrition et santé, on travaille beaucoup avec donc des agriculteurs qui sont nos partenaires du quotidien. Les premiers agriculteurs avec qui on travaille sont à Revel, ils sont à côté de nos usines. Et ça, c'est un travail de longue haleine, c'est des filières de partenariat qu'on met en place. C'est aussi des filières agroécologiques sur lesquelles on travaille pour avoir une alimentation plus saine. Et ça se travaille avec des moyens et sur le long terme, tout simplement. Et enfin, le pilier bleu, celui de nos salariés, je vais venir un peu plus dans le détail sur ça. Ça va rejoindre notre sujet d'aujourd'hui sur le fait de tous être acteurs de la mission de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on a une politique sociale qui est assez forte chez Nutrition Santé, voire très forte. On ne l'a pas inventé aujourd'hui, c'est pas du marketing qu'on veut faire, c'est vraiment le tissu, c'est l'ADN de l'entreprise et on veut simplement un peu plus se structurer aujourd'hui et un peu plus s'organiser. Et c'est pour ça que cette initiative, ce livret sur les travailleurs pauvres, nous a guidés un peu. Ça nous a pas, voilà, on n'est pas parti de zéro, mais ça nous permet de mieux se structurer pour la suite.
tout en s'appuyant bien évidemment sur nos valeurs. Et ça, c'est important. Des valeurs, c'est pas uniquement des mots, c'est avant tout des actions concrètes qu'on mène. C'est de l'exigence au quotidien pour s'assurer que ces valeurs soient bien respectées. Nos 4 valeurs, la simplicité, l'intelligence collective, l'engagement et l'esprit défricheur, sont des choses des valeurs qu'on veut transmettre au quotidien dans des actions pour l'ensemble de nos salariés. Et c'est pour ça qu'on a une politique sociale aujourd'hui qui se veut être la plus proche de nos collaborateurs, qui est le cœur en fait de notre fonctionnement au quotidien. Euh, alors, pour parler peut-être un peu plus de comment on met tout ça en place et quel va être notre impact, bah, c'est aussi des relations de confiance en interne, aussi en externe, mais en interne, avec nos élus, avec un dialogue social sain, transparent. Et c'est vrai qu'on a cette chance chez Nutrition et Santé, c'est d'avoir un dialogue social qui fonctionne bien et qui est pas toujours la voie la plus simple, mais qui est nécessaire pour pouvoir avancer avec nos salariés. Et on a de la chance d'avoir des élus chez Nutrition et Santé qui tiennent à l'entreprise aussi. Donc, ça permet de construire ensemble. Concernant le sujet d'aujourd'hui, sur justement les travailleurs pauvres, alors quand on présente l'entreprise Nutrition et Santé, on peut se dire qu'on est une entreprise qui est assez préservée de tout ça. Bah, c'est plutôt vrai. Aujourd'hui, on a une politique salariale qui nous permet quand même d'éloigner, en tout cas d'essayer d'éloigner un certain nombre de nos salariés de la pauvreté. On fait attention à ça. On a toujours une politique salariale la plus juste possible. On estime qu'il est toujours nécessaire d'avoir des grilles de salaire qui sont au-dessus du SMIC et au-dessus de notre convention pour pouvoir aussi valoriser notre travail, faire en sorte aussi que que nos salariés vivent bien. C'est quand même le strict minimum. En tout cas, c'est les moyens qu'on essaye de mettre en place. Mais ces dernières années, on l'a tous vécu. Il y a quand même eu beaucoup de crises. On est dans un monde qui est assez, au final, bousculé constamment, et même les cercles qu'on pensait, vraiment robustes et les personnes qui étaient entre guillemets préservées, peut-être commencent à être touchées petit à petit par ce pouvoir d'achat en berne et ces difficultés de la vie au quotidien. Donc nous, en tant qu'entreprise, on a décidé de ne pas laisser ce sujet de côté, de le prendre, de faire face aussi à nos responsabilités. Et c'est pour ça que depuis des années, on met en place une politique salariale pour lutter justement, pour aller en faveur du pouvoir d'achat de nos salariés. Alors, j'ai repris un peu ce schéma parce que je l'ai trouvé vraiment très pertinent et c'est ce que vous avez partagé dans le livret. Euh, et ça nous permet aussi de nous structurer en tant qu'entreprise, de se dire, voilà, comment on détecte déjà des personnes qui avant peut-être n'étaient pas en difficulté et petit à petit se retrouvent en difficulté. Comment on informe, comment on guide aussi nos salariés pour qu'ils puissent avoir bien accès à leurs droits, à la fois aux droits de l'entreprise, mais aussi à leurs droits en extérieur. Comment on les accompagne, tout simplement, au quotidien. Parce que le soutien, ça reste un enjeu clé pour aussi affronter des épreuves. Et comment on crée des alliances aussi, parce que parfois, être seul, c'est pas évident, et travailler avec d'autres acteurs, c'est aussi beaucoup plus facile. Et ça permet de détecter, et ainsi de suite. J'ai le sentiment que c'est un cercle qui se veut vertueux, en tout cas quand on arrive à bien l'appliquer. Alors, concrètement, pour vraiment aller dans des actions très concrètes, c'est un peu moins organisé que ça, mais en tout cas, ça peut donner quelques idées. Encore une fois, on n'est pas parfait, on n'est pas des exemples sur tous les points, mais on essaye en tout cas d'être conscient de ce qui se passe, de ne pas fermer les yeux. Euh, on a le constat qui a été fait, c'était de se dire, bon déjà, avons-nous des salariés en difficulté? Bah oui, oui, comme beaucoup d'entreprises, on a des salariés en difficulté. Alors comment on les identifie? Un des premiers moyens, moi en tant qu'RRH, c'est aussi de voir quelques indicateurs assez basiques, mais importants. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes d'acompte? Est-ce qu'il y a des saisies sur salaire? C'est quoi le climat social? Ces petits indicateurs, ils sont nécessaires pour bien se rendre compte d'une situation, pas qu'un ressenti, mais d'une situation réelle. Donc ça, on a fait cet exercice.
Le constat, il n'est pas alarmant non plus. On a encore de la chance en entreprise comme de notre taille, mais on constate quand même qu'il n'y a pas d'amélioration. On est plutôt sur quelque chose de stable avec toujours les mêmes salariés en difficulté. Alors, sachant qu'on est une entreprise, qu'on a accompagné les rémunérations, on a fait de l'augmentation générale, plutôt aussi sur les plus bas revenus pour les accompagner face à des difficultés. On a mis en place aussi des accessoires de rémunération sur les tickets restaurants, sur les paniers, on les a augmentés. Voilà, on a fait en fait, on a pris le sujet du pouvoir d'achat à bras-le-corps et on l'a pas laissé tomber. Et ensuite, il y a beaucoup d'autres choses à mettre en place. Vous en avez parlé tout à l'heure, il me semble, sur l'information, l'accès au droit. Donc, on a décidé pour 2026 de mettre en place, c'est un exemple, mais on va mettre en place pour l'ensemble de nos salariés ce qu'on appelle des Learning Days, c'est-à-dire un jour dédié à de la formation sur une thématique. Il y a une des premières thématiques qui revient, c'est la lecture du bulletin de salaire. Ça paraît basique, mais en France, les bulletins de salaire sont terriblement compliqués à lire, et même quand on est RH. Donc, on va informer l'ensemble de nos salariés, on va les accompagner dans cette lecture-là. Également sur les dispositifs en cas d'arrêt de travail. Les idées aussi qui apparaissent petit à petit, c'est la facilitation numérique. Nous, on a une population assez vieillissante qui n'a pas toujours accès à un ordinateur, qui n'a pas toujours accès à un outil numérique. Donc, on va mettre en place ça dans l'entreprise à disposition de nos salariés et surtout, on va les accompagner. D'autres actions concrètes, ça va être aussi tout simplement, notamment pour les parents isolés, quand on peut, quand c'est raisonnable, quand c'est possible pour notre organisation, d'adapter nos postes. Je vous donne un exemple parce que moi je le vois malheureusement parfois, il y a des séparations et quand on travaille en usine, en 2-8 par exemple, pour aller chercher ses enfants à l'école, on peut plus. Donc ça veut dire qu'il faut faire appel à un moyen de garde et ça coûte cher. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver des adaptations horaires et ça on y arrive. Ça demande du travail, c'est pas simple, mais on y arrive pour aider justement ces parents et pas les laisser dans une difficulté qui peut vite les emmener vers de la précarité. Voilà. Et ensuite, un point important, on a mis en place un, un service, ou en tout cas une communauté de soutien avec des élus, avec des RH, avec aussi des référents harcèlement, des personnes aussi liées plutôt à la partie sécurité en entreprise. Donc une communauté qui est là pour écouter, pour agir si jamais il y a des salariés qui sont en difficulté. Pourquoi? Parce que venir dire à son employeur qu'on est en difficulté financière, c'est quand même compliqué. Donc, il faut avoir des antennes un peu partout pour pas que les gens restent seuls et isolés. Et donc, c'est un des moyens qu'on a mis en place, pareil avec la permanence d'une psychologue du travail. Voilà. Voilà quelques actions concrètes qu'on a mis en place. Il y en a d'autres, mais je vais prendre un peu trop de temps sinon. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions peut-être pour aller plus loin. Merci beaucoup pour cette présentation et qui permet de voir un petit peu qu'est-ce qui peut être mis en place justement quand on est une entreprise concernant la lutte contre la précarité et les travailleurs pauvres. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Si c'est le cas, on vous laisse un petit peu la parole. On a quelques minutes là, voilà, pour les différentes interventions, si jamais il y a des questions. Si c'était très clair et qu'il n'y a pas d'interrogation, je vais peut-être laisser la parole à Monsieur Pélisson pour conclure. Écoutez, merveilleux. On aura tenu en 1 heure notre webinaire, hein. Assez souvent, on déborde et on se dit, à la fois, c'est parce que tout le monde est passionné avec plein de questions, mais je vais peut-être effectivement scinder en 2 temps mon intervention pour laisser le droit de regret aux personnes qui souhaiteraient poser une question. On a fait un tour finalement de 4 retours d'expérience. L'expérience effectivement nationale de la délégation interministérielle qui a structuré finalement la manière dont se passaient les choses en matière de lutte contre la pauvreté des travailleurs
et donc qui nous a permis de voir une méthodologie et puis des exemples concrets. On a vu ce la Fondation FACE, Club d'entreprise, pouvait réaliser, et notamment en appui aux entreprises. On a vu également la le démarrage d'une association dans la Haute-Vallée de l'Aude qui essayait d'accompagner sur un territoire assez démuni, assez difficile, qui essayait d'accompagner les travailleurs pauvres. Et puis, avec Nutrition et Santé, on a vu effectivement l'exemple d'une entreprise à mission, puisque c'est un statut relativement nouveau dans le paysage du monde de l'entreprise, et comment elle pouvait elle-même s'engager. Naturellement, ces quelques exemples sont là pour nous donner des idées, mais ça ne couvre ni la grande diversité de tout ce qui existe ou de tout ce qui pourrait se faire. Et c'est une interpellation finalement à l'ensemble des acteurs à agir et à se mobiliser. Alors, juste avant de dire le mot de la fin, est-ce qu'on a une ou deux questions, une ou deux interventions? N'hésitez pas. Oui, si vous me le permettez. Je vous en prie. Donc moi j'ai bien écouté un petit peu tout ce qui a été dit. J'ai un petit peu lu aussi, feuilleté brièvement le document que vous avez fait sur les travailleurs pauvres. La conclusion qui me vient à l'esprit, c'est que c'est très spécifique aux travailleurs salariés en activité qui sont peu rémunérés en fait. J'ai l'impression que le travail se fait beaucoup autour de ça. Nous, notre boulot, c'est pas du tout sur ce cas-là, parce que vous l'avez dit, on est sur un territoire qui est vraiment démuni, qui est extrêmement pauvre. Et je vous donne un ordre d'idée. Vous prenez le département de l'Aude, on est à 350 000 habitants à peu près. Vous prenez la ville de Montpellier, on est à 360 000 habitants. Donc en termes de superficie, c'est hyper grand. Et en termes d'activité, c'est pas le territoire le plus attractif. Et dans ce département-là, vous avez une zone qui l'est encore moins, c'est la Haute-Vallée de l'Aude, où finalement, là, la question n'est pas tant les travailleurs que le travail lui-même qui n'existe pas ou peu. Et donc, qu'est-ce qui est mis en place sur des territoires similaires? Est-ce qu'on a des entreprises, des associations qui ont trouvé des solutions, qui ont mis en place des choses qui sont intéressantes, pertinentes et qui seraient à recopier sur d'autres territoires? Est-ce que ça existe en Occitanie ou ailleurs? C'est la question que je pose. Merci de cette question. Alors, effectivement, le début de votre intervention me faisait penser, c'est important d'y consacrer une minute, me faisait penser effectivement à toutes les professions libérales pauvres. Parce qu'il faut savoir qu'en Occitanie, nous avons une proportion très importante d'agriculteurs qui touchent moins de 400 € par mois, et qui finalement, malgré les aides européennes à la production, ne vivent que grâce au RSA. Alors ce sont des gens évidemment qui passent des 60-70 heures par semaine, qui sont très courageux. J'entendais encore ce matin sur France Inter des témoignages absolument désespérés de personnes dans l'Aude qui doivent encore arracher des vignes alors que c'est leur identité depuis 30 ans. Et une femme qui disait, on a fini par déposer le bilan, et heureusement, parce que je pense que mon mari se serait tué au travail. La deuxième remarque, évidemment, ce sont dans les entrepreneurs. On a un pourcentage également d'entrepreneurs qui ne touchent pas le SMIC. Alors, au premier rang desquels, évidemment, on va penser aux auto-entrepreneurs. Alors, j'écarte ceux qui font un temps partiel parce qu'ils ont un emploi à côté, mais on a un certain nombre d'auto-entrepreneurs très courageux qui se sont lancés et qui, par exemple, pendant la crise sanitaire, ont fortement résisté parce qu'ils avaient une capacité de résilience très forte, mais dont on a vu effectivement un grand nombre de dépôts de bilan reprendre à partir de 2024 et cette année notamment. Et puis, bien entendu, un certain nombre d'artisans, de petits commerçants qui ne s'en sortent pas, et je pense notamment à la Haute-Vallée de l'Aude, bien entendu. Alors, dans les solutions, bah, je ne vais pas généraliser, mais je vais vous donner, monsieur Simon, un exemple très concret. C'est que dans la Haute-Vallée de l'Aude, vous pouvez vous rapprocher de l'association Odyssée. Alors, ça s'écrit AU, Odyssée, Je connais très très bien. voilà, qui porte le projet de territoire zéro chômeur de longue durée, qui n'est pas encore habilité. Donc, on attend deux choses. Il y a déjà 5 territoires habilités en région Occitanie. J'ai visité celui de l'Odève il n'y a pas si longtemps, qui a une quatorzaine ou une quinzaine d'activités différentes. Alors, des activités de petit maraîchage, des activités de réparation, des activités, par exemple, textiles. Et je pense en particulier une activité absolument géniale qui est de la récupération et revente, je dis pour Mathieu Piton, de récupération et de revente de matériel médical
de fauteuils, par exemple, pour personnes en situation de handicap, de lits médicalisés. Et là, il y a véritablement toute une filière à mettre en œuvre. Il sera en capacité d'en traiter 10 fois plus. Simplement, bon, il y a des problèmes logistiques qui se posent. Et donc, peut-être, Monsieur Simon, pour conclure, vous dire qu'on a en Occitanie une grappe territoire zéro chômeur de longue durée, dont certains ont reçu l'habilitation et attendent maintenant la décision du gouvernement appuyée par l'avis du Conseil d'État, qui naturellement tient aux conditions du vote du budget de l'État, dont on voit bien actuellement les incertitudes. Et puis il y en a d'autres, comme celle de la Haute-Vallée de l'Aude, qui attendent encore leur habilitation. Et donc j'espère effectivement, je crois beaucoup dans cette double réinvention, triple, je dirais, de la démocratie par le bas, c'est-à-dire de gens qui se mettent en marche, qui se mettent en route. Alors, évidemment, il y a tout un staff qui soutient ce projet, mais également un certain nombre de chômeurs de longue durée qui gravitent autour du projet avant même qu'il ne démarre. Et donc, je trouve que du point de vue de la dynamisation, quand on considère que la définition de la précarité, c'est la perte de confiance en soi, dans les autres et dans les institutions, là, on a des gens qui n'ont pas perdu confiance en eux, dans les autres, dans les institutions. Donc, je salue cette dynamique démocratique. Je la salue également d'un point de vue économique, puisque ce sont des activités qui ne font pas concurrence au secteur privé, qui s'articulent au contraire avec le secteur privé, et la grappe territoire zéro chômeur de longue durée s'est réunie jeudi dernier à Montpellier, j'y étais, avec l'ensemble des porteurs de projets, quel que soit leur degré d'avancement. Et dernier point, c'est une dimension sociale évidemment très importante, puisque ça permet aux personnes de lutter contre l'isolement, qui est l'un des stigmates de la pauvreté. Mais vous vouliez réagir, monsieur, je vous écoute. Je voulais simplement dire que oui, je connais très très bien le sujet de territoire zéro chômeur, notamment parce que la mairie qui porte ce dispositif, c'est la mairie d'Esperaza, avec qui je travaille du coup très régulièrement. La grosse problématique, c'est que le territoire zéro chômeur, c'est un dispositif qui est pour les communes de plus de 5000 habitants. Et donc nous, ce que les gens ont essayé de faire ici, c'est de réunir des communes. Oui, mobiliser notamment la commune de Limoux. Exactement. Alors ça, c'est la nouvelle étape. Exactement. Et déjà, il y a déjà des difficultés à réunir ce truc-là, à réunir en tout cas ces communes. Donc je pense que le territoire zéro chômeur, vous avez raison, c'est une super initiative, c'est un super projet, et il faudrait qu'il fonctionne ici, parce qu'il y a énormément de choses à faire, notamment sur des secteurs qui sont, comme vous l'avez dit, non concurrentiels, et qui pourraient apporter au territoire énormément de choses. En attendant, c'est un dispositif qui est extrêmement long et lent à mettre en place. Bien sûr. Et c'est très bien que ça soit en cours, et j'espère qu'il ira au bout de ça. Et à part le territoire zéro chômeur et à part Odyssée, parce que ça, ce sont justement des choses qui sont sur place et dont la concrétisation se fait pas forcément ressentir au quotidien. Mais moi, je pensais plutôt à d'autres territoires que celui-là, puisque Oui. je le connais justement très bien. Alors, effectivement, sans être trop long, puisqu'on arrive au terme, Oui, mais en pardon. tout état de cause, c'est clair que je pense que depuis 50 ans qu'est apparu le chômage, tous les gouvernements, pardonnez-moi ma liberté d'expression, tous les gouvernements ont pensé que la prospérité, la croissance allait revenir, qu'avec le vieillissement, on allait avoir effectivement une reprise économique. Et on voit bien qu'on n'a pas traité, comme il aurait fallu, le chômage comme quelque chose de durable, et en particulier effectivement dans ces zones de déprise d'activité, alors déprise industrielle depuis un certain temps, mais déprise d'activité, de fort vieillissement démographique, que sont les Hautes-Vallées. Alors l'Ariège rencontre la même chose. Les Pyrénées-Orientales également. Et effectivement, c'est vrai que la réponse territoire zéro chômeur de longue durée ne peut être évidemment qu'une réponse ponctuelle à côté effectivement de dynamique, je veux dire, de confortement de l'emploi. Alors, d'une part, je parle sous contrôle de M. Benrabia, c'est effectivement le retour en emploi banal, et pas uniquement, personne ne souhaite qu'il puisse y avoir une multiplication des emplois aidés ou une pérennisation du statut des personnes dans ces territoires zéro chômeur de longue durée. Le but, c'est bien le retour à l'emploi banal et normal, avec un effort sans doute à la formation, à la qualification. On a d'énormes enjeux devant nous. Je ne citerai que l'exemple dans la transition écologique, évidemment, de la
précarité énergétique. On a 230 000 logements qui sont des passoires énergétiques et thermiques comment je dirais, à transformer en logements plus économes d'ici 2030. Donc, c'est un enjeu énorme. Donc, du travail, il y en a. La difficulté, naturellement, c'est le financement de ce travail. Ça, c'est la première réponse. Et en revanche, effectivement, je salue dans la Haute-Vallée de l'Aude la capacité d'organisation et d'initiative. Moi, j'ai pris très souvent en stop des gens qui avaient monté une entreprise de menuiserie, de charpenterie, etc. Donc, surtout dans le bois. Toute la difficulté, évidemment, étant, comment je dirais, la capacité de ces jeunes entreprises, de ces jeunes entrepreneurs à pouvoir trouver un débouché. Et de ce point de vue-là, je note effectivement tout l'enjeu des certificats d'économie d'énergie qui, aux côtés des aides de l'ANA, permettent de financer une bonne partie de cette lutte contre la précarité énergétique. Alors ça marche surtout pour les personnes qui ont la capacité à cofinancer, puisque ça peut couvrir jusqu'à 90% du financement de la lutte contre la précarité énergétique. Et on a également, donc un autre enjeu autour de la mobilité pour que les personnes puissent accéder à l'emploi et des zones d'emploi. Je voudrais peut-être laisser la parole, il a ouvert son micro à Hakim Ben Rabia s'il veut ajouter un mot, et puis nous conclurons là-dessus. Mais effectivement, on ne fait qu'ouvrir un sujet immense, et je ne prétends pas évidemment que cette conclusion soit une clôture. Merci beaucoup, Eric. Alors effectivement, sur ces questions-là, sur l'ensemble des sujets qui ont été évoqués, nous avons plus ou moins des dispositifs et des actions pour tenter de réduire. J'en veux juste un que tout le monde connaît, c'est les effets de compensation qu'on peut mettre en œuvre dans le cadre de l'indemnisation sur la reprise d'emploi à salaire un petit peu inférieur. Voilà, donc France Travail vient compenser pour faire en sorte que la personne qui reprend un emploi, le demandeur d'emploi qui reprend un emploi ne soit pas complètement lésé dans sa reprise. Donc c'est vrai que ce sont des effets qui permettent de lutter aussi contre la pauvreté de l'ensemble de nos bénéficiaires. Et sur les sujets des territoires les plus isolés, aujourd'hui, la réflexion qui est conduite dans le cadre du comité régional pour l'emploi, c'est aussi celui de l'emploi partagé et des emplois mutualisés dans le cadre des groupements d'employeurs et notamment des groupements d'employeurs par l'insertion et la qualification, pour augmenter le temps de travail des collaborateurs, des demandeurs d'emploi ou des salariés, puisque on parle de tout actif, tout en visant la qualification, et là, c'est aussi un sujet qu'on pourrait ouvrir pour demain, qui est quid de l'accès à un métier. Voilà. Et je parle bien pas d'activité professionnelle pour le coup, mais bien d'un métier qui est souvent un moteur très fort de la mobilité professionnelle. Voilà. Donc, on voit bien qu'il existe aussi des assertions qui sont beaucoup plus profondes et qui permettent d'agir et de mobiliser d'autres leviers. La question de la formation professionnelle, la question sortir effectivement de l'isolement, de la pluriactivité pour une personne moins diplômés. Souvent, il y a un parallélisme entre le défaut de qualification et la pluriactivité. Et c'est vrai que acquérir un métier, avoir une certification professionnelle, un diplôme, un titre, ça permet aussi d'ancrer et de définir une voie plus durable sur le volet de l'emploi, et donc des mobilités, et donc de la projection dans l'avenir. Voilà. Et peut-être effectivement pour conclure aujourd'hui, dire que le groupe de travail, donc insertion emploi entreprise, co-animé par Thierry Coste, mais que Hakim rejoint effectivement, prenant la suite de Philippe, je suis en train de chercher son nom. Blacher, voilà, merci, qui en était le référent pour France Travail, va permettre effectivement d'être interpellé et de nous faire des propositions pour son programme de travail de l'année prochaine. Écoutez, mesdames et messieurs, merci. Merci beaucoup, Emma, d'avoir organisé ce webinaire. Merci de votre participation à tous. Et comme vous l'avez vu, c'est un lancement d'une dynamique et non pas évidemment un webinaire avec un début et une fin. Et donc, merci de vos interpellations. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.